Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, podcast sponsorisé par eToro. Nous sommes le lundi 1er juillet 2024 et pour ce podcast, j'ai l'honneur de co-animer avec Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours. Comme tous les 15 jours, effectivement. Cette semaine, on va parler effectivement de la France, hein, puisqu'effectivement la France a une actualité brûlante. On va parler de conséquences sur la dette, hein, la dette qui augmente fortement. Ensuite, on va également parler de la croissance, hein, puisque on a eu des chiffres macroéconomiques en zone euro, en France. On a aussi les directeurs d'achat dans le secteur manufacturier ce matin. Donc, on va commenter tout ça. Et puis, on va terminer par, comme d'habitude, les marchés boursiers avec donc des marchés qui sont très volatiles, notamment en Europe, mais pas que, aux États-Unis aussi. On a vu une volatilité importante la semaine dernière. Et on va y revenir donc avec Marc, essayer d'éclaircir un petit peu ces marchés qui sont très volatiles. Alors, bon, on va commencer par la macro. Alors, la dette française, Marc, donc elle continue de progresser. Ah oui. Ah oui, malheureusement, bon, on s'y attendait, hein, je l'ai annoncé plusieurs fois, mais ça continue encore et encore, j'ai envie de dire, ça ne s'arrête pas. La dette publique française a encore atteint un nouveau sommet historique, 3159,7 milliards d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. C'est une somme complètement folle. Depuis donc la fin 2019, cette dette publique a augmenté de 774 milliards d'euros. Je ne sais pas si on se rend compte là aussi, une somme complètement folle. Sur la même période, le PIB français n'a augmenté que de 420 milliards d'euros. Ça veut dire, en gros, il manque 350 milliards. C'est-à-dire que voilà, on a explosé la dette publique pour récupérer 350 milliards d'euros en moins de PIB. Donc, évidemment, avec l'inflation, un PIB en valeur, comme on l'appelle. Donc, c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, cette dette publique va encore augmenter demain. On ne peut pas parler des élections des partis, parce que, évidemment, on n'a pas trop le droit sur ce podcast. Mais néanmoins, c'est vrai que on se rend compte qu'aujourd'hui, personne n'annonce une baisse de la dépense publique. C'est-à-dire que cette dette publique va encore augmenter. Alors, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, les marchés ne veulent pas voir cette réalité. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dangereux parce qu'encore une fois, si j'augmente ma dette publique, mais que dans le même temps, j'ai une croissance forte, ce n'est pas grave à la rigueur. Mais là, c'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis, que là, malheureusement, on a explosé nos dettes publiques. Je vous rappelle que la France, c'est le pays où la dette publique a le plus augmenté depuis 2019, donc y compris la période Corona, puis post-Corona, parce que ça y est, maintenant le Corona est terminé, parce que beaucoup de pays, eux, ont réduit fortement leur dette publique, mais on a continué de l'augmenter. C'est ça donc qui est particulièrement dangereux, et donc on a un écart énorme, si vous voulez, entre la croissance donc de cette dette et la variation de notre PIB. Et encore une fois, là, on parle que de la dette publique officielle. Attention, mais il y a une dette publique dont on ne parle jamais, mais qui pourtant existe, qu'on appelle la dette publique du hors bilan. Ça veut dire en fait c'est des engagements de l'État français, mais qui ne sont pas comptabilisés donc officiellement. C'est par exemple le paiement des retraites des fonctionnaires. En fait, c'est une dette puisque l'État doit cette retraite, doit la payer, mais elle n'est pas encore dans les comptes. Donc on se dit bon, finalement on la masque, on ne la met pas dans les comptes. Sauf que si on la rajoute, alors là, tenez-vous bien, on est à quasiment 6 700 milliards d'euros de dette publique totale. 6 700 milliards. Et alors, là où ça devient très dangereux, c'est que, bon, j'entends souvent, on me dit non, mais la dette publique, c'est pas grave, puisque on a l'État, les actifs. C'est vrai que voilà, il y a la puissance de l'État public, de la puissance publique française qui a beaucoup d'actifs. Eh bien, c'est ça le drame, c'est que si on regarde l'ensemble des actifs, chiffre de l'INSEE, eh bien, dans le meilleur des cas, la valorisation des actifs de l'État français est de 4 500 milliards. Ça veut dire, vous avez bien compris, j'ai 6 500 milliards d'euros de dette au total, voire 6 700, et j'ai seulement 4 500 d'actifs. Ça veut dire que même si je vends tous les actifs, je ne rembourse pas la dette. C'est ce qu'on appelle un actif net négatif, et ça, en comptabilité, ça s'appelle une faillite. Voilà. Donc, l'État français, la puissance publique française est évidemment en faillite. Alors, évidemment, on me dit, oui, mais il y a un autre actif qu'on ne peut pas valoriser, qui est l'actif de l'État, le principal finalement, qui est le fait de pouvoir lever l'impôt, c'est sûr. Sauf que si on augmente encore les impôts, je dirais encore et encore, ben là, évidemment, la corde va se casser. Hein, il y a trop d'impôts tue l'impôt, comme vous le savez, c'est-à-dire que même
trop d'impôts tue l'activité économique. Donc, c'est ce qui fait que si on augmente encore les impôts, évidemment, bien là, on va réduire l'assiette fiscale. Donc, on va casser l'activité économique. Donc, on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc, on n'aura pas du tout les recettes fiscales escomptées que certains annoncent. Et donc, ce qui veut dire que malheureusement, là, c'est là où la France va entrer dans une crise extrêmement grave. Donc, cette dette publique, encore une fois, parce que on me dit, oui, mais on n'avait pas le choix. Si on avait le choix, regardez, l'Allemagne a une croissance de son PIB supérieure à la croissance de sa dette. Donc là, ça colle. Le Portugal a réduit sa dette publique. Des pays comme l'Italie, même l'Italie, encore une fois, a réduit sa dette publique. Alors, on partait de haut, mais c'est vrai que ça a été réduit. Idem pour la Grèce, idem pour les Pays-Bas, bien entendu. Donc, nous sommes les seuls aujourd'hui en France à dire, bah non, nous on continue. Et si évidemment, après le 8 juillet, ça continue encore, là évidemment, on aura un problème très clair de crédibilité. Donc voilà, je fais que mon rôle d'économiste aujourd'hui de dire cette dette publique, elle est devenue extrêmement dangereuse. Et surtout, encore une fois, il y a encore quelques années, elle ne coûtait pas grand-chose, cette dette, puisqu'on avait le taux d'intérêt à zéro. Maintenant, le taux d'intérêt augmente. On aura bientôt chaque année 75 milliards d'euros juste de charges d'intérêt de la dette, donc une somme complètement folle. Et où va-t-on trouver cet argent, encore une fois? Donc la tentation risque d'être grande, hein, de se dire, bah, tiens, on va encore augmenter les taxes, notamment sur l'épargne et le patrimoine. Donc voilà, il faut être quand même très prudent. Et c'est triste, moi je suis très triste pour notre pays, parce qu'on a un pays, la France, qui est formidable. Et malheureusement, bah, voilà, on l'a complètement gâché. Et on n'a pas sauvé la France, comme certains l'ont dit. Non, malheureusement, on l'a presque enterré, entre guillemets, puis on lui a laissé un boulet avec cette dette publique. Donc, on s'apprête malheureusement à vivre des trimestres, des années, je pense, très, très compliquées. On s'en sortira, hein, la France est un grand pays, elle s'en sortira toujours. Mais malheureusement, là, je pense qu'on est à la fin de l'histoire, de cette histoire. Il faut qu'il y ait un clash. Peut-être ensuite ça redémarrera, mais là évidemment c'est pas, cette dette publique est devenue très dangereuse. Et alors encore une fois, moi j'ai pas arrêté, notamment avec toi Antoine, et pas seulement, d'alerter, hein, on n'a pas voulu m'écouter. Bon ben voilà, aujourd'hui nous payons les conséquences de cette dette publique, parce que comme on le voit, cette dette publique a explosé, mais ça n'a pas empêché d'avoir une crise sociale, sociétale, politique aujourd'hui en France. Donc voilà, tout ça pour ça, c'est quand même bien dommage. Oui, effectivement. Alors, c'est sûr que ensuite, est-ce qu'on peut faire un lien entre la dette et la crise politique qu'on vit actuellement? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette dette est pas tenable à long terme. Alors, pour l'instant, on peut dire un petit bémol, c'est que pour l'instant, le taux à 10 ans français ne flambe pas. Enfin, il a augmenté, hein, d'accord, mais il est pas parti dans des sphères qu'on aurait pu redouter. Alors, c'est pas sûr que ça n'arrive pas non plus, mais pour l'instant, ça tient. Donc, pour l'instant, l'État d'ailleurs, arrive à emprunter, hein, de manière correcte. Ça, il y a pas de problème pour l'instant. Mais effectivement, cette dette Alors, est juste pas tenable. Antoine, Mm, un petit point quand même. N'oublie mm, pas que ça c'est très important que tout le monde le sache, mm. c'est que la Banque centrale européenne achète de la dette publique française. Donc, elle intervient Oui, sur le marché. Hein, oui, parce oui, qu'elle n'a d'accord. pas le droit, justement, Mm, dans ces accords, justement, pour éviter qu'il y ait des trop grands écarts de taux, des trop grands spreads de taux entre l'Allemagne et les autres pays. Alors, avant, c'était les pays du Sud, maintenant, c'est devenu la France. Donc, mm. là aussi, c'est un petit peu tronqué, c'est un petit peu masqué. Et donc, Oui, mais la Banque pour l'instant, on Centrale n'a pas la Européenne sert à vérité ça des aussi. comptes. Donc, Elle si sert à ça demain, aussi. effectivement, si demain, quelle que soit, je dirais, l'élection, l'issue du 8 juillet, on a, je dirais, la confirmation qu'on va encore augmenter les déficits publics, donc c'est-à-dire Mm, qu'on va encore dégrader la note de la France, là, je pense que le taux d'intérêt, à 10 ans, ils ne tiendront pas, ils ne seront pas à 3,30, ils seront à 4,50, voire 5. Donc, mm. voilà. Pour l'instant, on n'est pas dans un, encore une fois, on est, je dirais, dans l'antichambre de cette réalité, mais on n'est pas encore dans la réalité. Alors, on va parler maintenant de la croissance. Justement, la croissance n'est pas non plus très reluisant. On Voilà. l'a vu sur les derniers chiffres. Alors, on a eu aux États-Unis une croissance qui est à 1,4% qui a été confirmée pour le premier trimestre. En zone euro, en France, on va être plutôt proche de zéro, d'après ce qu'on Bah voit. oui, c'est vrai que c'est pas joli joli, c'est-à-dire qu'on a eu un petit espoir, notamment pour la zone euro au cours du mois d'avril, un petit peu en mai, puis là, ça y est, les chiffres du mois de juin montrent que malheureusement, bah, c'est en train de repartir en très nette baisse. Alors que ce soit les directeurs d'achat, mais également les enquêtes de la Commission européenne qui ont été publiées la semaine dernière pour la zone euro, ça repart à la baisse. On a également eu, donc pour la France, les indicateurs INSEE du climat des affaires qui également partent à la baisse. Et puis surtout la semaine dernière, un point très important, la confiance des ménages
que ce soit en France, mais également en Allemagne, est reparti en nette baisse. Donc ça, évidemment, c'est pas de bon augure. Ça veut dire que la consommation, elle risque de souffrir, notamment pour nous, les Français. Là, c'est le début des soldes. Risque d'avoir des petites déconvenues, voire des grosses déconvenues, sans parler du climat délétère que nous avons aujourd'hui. Et donc, ce qui veut dire que là, la croissance va rester très, très faible, encore une fois. Et puis, sur le mois de juin, alors on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais sur les chiffres provisoires, pour l'instant, la France est le seul grand pays au niveau mondial qui a des indicateurs des directeurs d'achat sous la barre des 50, c'est-à-dire en recul de l'activité, tant dans l'industrie que dans les services et pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc ça, il faut quand même le savoir, et ça fait 2 mois que ça dure. Le mois de mai et également le mois de juin, donc avant même la dissolution. Donc c'est tout ça pour dire que le mal était déjà là, entre guillemets, le risque de récession était déjà là au mois de mai, et là ça se confirme. Donc évidemment, s'il y a une récession qui s'installe en France, tu comprends bien que ça va faire augmenter le chômage. D'ailleurs, la semaine dernière, les chiffres du chômage ont été en hausse sur la France pour le mois de mai, et on a parallèlement une augmentation donc de ces taux d'intérêt qui est là, qui va se maintenir. Donc, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir cette récession qui va durer. Donc, si tu as une récession, tu as l'augmentation du chômage, tu as moins de recettes fiscales, donc tu as plus de déficit public. Si tu as plus de déficit, il y a plus de dettes. S'il y a plus de dettes, les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Et voilà, c'est le cercle vicieux qui s'enchaîne, et c'est ça qui est très dangereux. Voilà aujourd'hui où nous sommes. Alors, je ne veux pas évidemment noircir le tableau, je ne veux pas faire peur, mais encore une fois, c'est notre rôle de dire, oui, on a aujourd'hui cette réalité économique. Alors, évidemment, certains me disent, oui, mais c'est bien, parce que finalement, la BCE, elle va baisser les taux d'intérêt. Attention, attention, il ne faut pas trop compter sur la BCE. Déjà, évidemment, elle a plus, je dirais, elle a plus beaucoup de marge de manœuvre, hein, c'est sûr. Alors, c'est sûr que, certes, l'inflation est en train de baisser un petit peu, mais elle reste toujours élevée. Et toujours parallèlement, on risque d'avoir la BCE qui risque d'être bloquée au sein même du Conseil des gouverneurs, parce qu'il y a beaucoup de gouverneurs, notamment les Allemands, mais pas seulement, qui disent maintenant il faut arrêter de faire plaisir à tout le monde, d'acheter des dettes publiques, etc. Et donc là, on risque d'avoir également une crise de la zone euro pour les prochains mois. Donc soyons extrêmement prudents. Oui, alors justement, ça nous fait un parallèle sur les marchés financiers, puisque là, on vient de terminer donc, le premier semestre. Hein, pile poil, on est à la moitié de l'année 2024. Et sur ce premier semestre, on peut dire que eh bien, le marché français, alors les 40 plus grandes entreprises françaises, le CAC 40, a terminé en repli. Hein, alors qu'il avait passé tout le semestre en hausse, eh bien, on a fini en repli de, certes léger, hein, moins 0,8%, mais on finit en repli tout de même lorsque des marchés, l'ensemble des marchés européens sont en hausse. Mais ça, c'est dû effectivement à la prime de risque politique, évidemment. Maintenant, alors juste petit parallèle, juste entre parenthèses, je veux dire, pardon, je vais faire un bilan cette semaine de ce qui s'est passé au premier semestre. Je vous l'enverrai donc aux clients eToro. Et nous, avec Marc, on fera également un récap de ce qui s'est passé au premier semestre et ce qui pourrait se passer au second semestre, donc courant du mois de juillet. Notre fameux webinaire Le fameux webinaire trimestriel. Hein, voilà, qu'on voilà. fait trimestriellement, exactement. Et donc, tout ça pour dire que ce matin, les marchés ont rebondi. Hein, le CAC 40 a un rebond un petit peu en trompe-l'œil, hein, puisqu'on a rebondi de quasiment 3%. Et on a déjà, en l'espace de 3 heures, eh bien, diminué de moitié. Et effectivement, on sent que les investisseurs sont nerveux, fébriles, et que on pourrait assister quand même à des baisses et une correction plus profonde, on va dire. Oui, moi je pense que ce matin, en fait, il y avait des signaux d'achat très clairs avant même justement les élections, c'est-à-dire que globalement, certains investisseurs, peut-être la banque centrale, etc., sont peut-être positionnés à l'achat pour éviter justement qu'il y ait une trop forte baisse. Donc comme il n'y a pas eu ce mouvement de baisse, bah, ça a fait un mouvement de très forte hausse, et maintenant on revient vers une normalité. Non, je pense que malheureusement, enfin, on va pas faire politique parce qu'on n'a pas le droit hein, sur ce podcast, mais c'est vrai que l'incertitude est énorme, c'est-à-dire qu'on risque de ne pas avoir de majorité donc, après à l'issue du 8 juillet. Donc s'il n'y a pas de majorité absolue, ben, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc ça risque d'être une volatilité extrême. Donc pour l'instant, les marchés se disent non, mais ça va, on va s'en sortir. Bon, moi, je pense qu'il y a une sorte de syndrome de Stockholm, entre guillemets, où on se dit même si c'est mal, finalement, c'est pas grave, ça va, on va s'en sortir. La BCE sera toujours là, etc. Bon, soyons quand même très, très prudents. Je pense qu'aujourd'hui, la France va mal, il faut être honnête, d'un point de vue économique, Attends, on l'a vu, juste une d'un chose, point de vue Marc, politique. pardon de Ouais. t'interrompre, mais la BCE, normalement, dans ses statuts, ne peut pas acheter d'actions, non? Ou ne peut pas acheter Oui, bien d'ETF. sûr que non, mais elle Hmm. ne le fait pas en direct. Elle le fait D'accord, pas elle en peut vendre. direct.
Paiement D'accord. direct, bien entendu. Non, Mm. c'est-à-dire, elle fait des positions d'achat, elle Mm. donne elle est donneur d'ordre, entre guillemets, bien entendu. Non, mais tu as raison. Ce que Mm. je veux dire par là, c'est que tu as aujourd'hui des grands investisseurs, indirectement, qui ont des recommandations peut-être pour Ouais. acheter effectivement ces actions. Mais encore une fois, tu sais, c'est très opaque, hein. C'est comme Oui, bien sur sûr. les rachats de dettes publiques. Normalement aussi, Ouais. elle n'a pas le droit de le faire. Pourtant, elle le Mm. fait, hein, tu vois. Donc voilà. D'accord. Ça, il faut quand même être très, très prudent. Mm. Et ça, justement, c'est important parce que la, les autorités allemandes, hein, il y a le ministre des Finances allemand la semaine dernière qui a dit qu'il fallait que la BCE arrête de faire ça. Et il a été Mm. très très clair. Donc, tu Mm. vois que là, attention, il y a des tensions politiques au sein de la zone euro qui risquent de faire mal demain. Donc, Mm. là aussi, grande prudence. Donc, c'est quoi sur les marchés actions? Bon, encore une fois, il y a des belles boîtes sur le CAC 40, etc. Donc, mais tout de même, comme tu l'as bien dit, hein, la baisse du mois de juin, on a fait plus de 6% de baisse sur le mois de juin, donc lié effectivement à l'incertitude politique en France sur le CAC 40. Donc, c'est sûr que ça montre bien que même si 80% des profits des boîtes du CAC 40 sont faits à l'étranger, il y a quand même un climat d'inquiétude sur le risque France, hein. Mm. Parce que quand les investisseurs décident d'investir, bien sûr, ils regardent par classe d'actifs et après ils regardent par pays. Donc, si le risque pays augmente sur un pays, par exemple sur la France, évidemment, on va Mm. réduire un petit peu la voilure. Donc voilà. Donc bon, Ouais. voilà, prudence quand même. Je pense Mm. qu'il faut aujourd'hui, bon, un point ne fait pas une tendance, mais surtout, il faudra attendre. Et donc, on en reparlera quand on se Mm. reverra pour Oui, nos podcasts tous les tout 15 à jours et puis fait. également pour le webinaire, parce que c'est important de faire un point très clair. Donc, pour l'instant, il y a Mm. beaucoup d'incertitudes, donc on ne peut pas évidemment présager de ce qui va vraiment se passer demain, mais quand même, la volatilité va être très forte. Donc, soyez quand Oui, même ça c'est extrêmement certain. prudents. Ça c'est certain, la Voilà. volatilité, ben, on le voit d'ailleurs déjà juste aujourd'hui, on voit un CAC 40 qui est à plus 3, qui est déjà à plus 1,5 en 3 heures. Donc bref, il y a une volatilité extrême, notamment aussi sur les marchés américains, parce que si je peux dire deux mots là-dessus, on a encore fait des nouveaux plus historiques, hein, la semaine dernière sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. On voit que ça se calme un petit peu. La séance de vendredi est une séance assez marquante, puisqu'on a un Nasdaq qui s'est replié assez fortement en fin de séance, mais effectivement, on pourrait avoir, et puis la saisonnalité aussi est pas très bonne, hein. C'est vrai que juillet-août, c'est pas des très bons mois en bourse, donc attention, si vous n'êtes pas en plus devant votre portefeuille pendant l'été, peut-être essayer de, voilà, de garder des liquidités pour que si ça baisse, ensuite rentrer plus bas. Ce qui est une... Non, mais tu as raison de rappeler le marché américain parce qu'effectivement, il y a aussi un impact pour le marché français. C'est pourquoi, Hmm. effectivement, ça rebondit malgré tout, mais il y a quand même un décalage entre le marché américain qui bat Ah des oui. records et puis le marché Hmm. français. On voit que, justement, on est quand même très, très en retard. Donc, ça montre bien qu'il y a cette déconnexion qui est là et donc il y a bien un risque France, il faut être honnête, Ah oui, qui est clairement. là aujourd'hui. Et donc, tant qu'on n'aura pas levé ce risque France, alors je sais pas quand est-ce qu'on va le lever. Alors là, évidemment, il y aura quand même pas mal de Hmm. volatilité. Donc, soyez quand même prudents. Et puis, Hmm. comme je le dis toujours, hein, bon, carpe diem, hein, essayez de passer de bonnes vacances malgré tout parce que, Hmm. voilà, ça risque d'être chaud les prochains mois. Mais voilà, sur le long terme, évidemment, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc, il ne faut pas avoir non plus trop d'inquiétude et faut pas paniquer, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'il faut rester quand même prudent. Bon, ben, ça sera le mot de la fin. Restez prudents. Merci Marc pour tes Avec éclairages. plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc dans 2 semaines, le 15 juillet, pour un nouveau podcast. D'ici là, Avec portez-vous plaisir. bien. À bientôt. Bye.